Donc bonjour, je suis Géraldine Pralon, conseillère en création d'entreprise à la CCI Haute-Savoie. Je suis ravie de vous accueillir ce matin et je remercie Laurent de Brémalo de la Caisse d'épargne Auvergne-Rhône-Alpes qui va animer cette présentation. Nous allons passer une quarantaine de minutes ensemble et je serai aussi le relais de vos questions. Donc n'hésitez pas tout au long de l'animation, de poser vos questions à travers le chat et on prendra quelques minutes en fin de présentation pour y répondre. On peut même y répondre en cours de route, Géraldine, hein, si Oui, ça concerne des sujets sur lesquels on est ok, au moment de la question, ça ne me ça pose marche. aucun Eh ben, problème. je pourrais te Ah oui. couper et lire la question. Euh, donc voilà, donc sans plus tarder, je laisse la main à Laurent pour cette animation. Bonjour à tous, je vais me présenter, Laurent de Brémalo, Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Donc moi je fais partie du marché des professionnels à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Le marché des professionnels, c'est ce qui regroupe les artisans, les commerçants et les professions libérales. Aujourd'hui, nous allons parler du plan de financement et du plan de trésorerie. Alors, ce sont des éléments, euh, qu'on qu'on utilise lorsque on crée ou on reprend une entreprise. Euh, L'idée, c'est en deux mots de présenter la caisse d'épargne pour débuter. Ensuite, on parlera du plan de financement. Et ensuite, on parlera du plan de trésorerie. Alors, le plan de financement et le plan de trésorerie, c'est des choses qui sont obligatoires dans un dossier de présentation. Ils vont avec aussi le compte de résultat prévisionnel. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Alors, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, c'est une banque de détail, hein, qui intervient sur 5 départements. Nous sommes 3000 en effectif et nous sommes organisés en SLE, c'est-à-dire que nous avons des sociétaires et non pas des actionnaires. Les sociétaires sont des clients. Si vous êtes client à la Caisse d'épargne, vous avez la faculté, si vous le souhaitez, de prendre une part sociale ou plusieurs parts sociales qui vous donnent droit à un droit de vote et vous votez pour des représentants qui sont eux-mêmes clients, qu'on appelle des administrateurs et qui participent au conseil d'orientation et de surveillance. On se réunit 4 fois par an lorsqu'on est administrateur avec la direction de l'entreprise. Le PNB que vous voyez en bas à droite, c'est le produit net bancaire, ce qui correspond grosso modo à du chiffre d'affaires. Voilà. Et puis un résultat de 20%, comme dans une société de service. On attaque le sujet avec le plan de financement. Géraldine. Oui. Next. Parfait, merci. Le plan de financement. Alors, le plan de financement, il est dessiné comme ça. D'un côté, les emplois et de l'autre côté, les ressources. Alors, l'idée du plan de financement, c'est de réaliser un petit peu la liste de toutes les dépenses qu'on va devoir opérer avant l'ouverture du commerce. Donc, vous vous imaginez le matin, le matin de la première ouverture de votre commerce. Vous rentrez dans votre commerce. Donc déjà, avant de rentrer dans votre commerce, vous regardez, vous levez la tête, vous avez installé une enseigne. Vous avez peut-être installé des motifs sur les vitres, je ne sais pas, des décorations. Vous rentrez dedans et tout est prêt pour pouvoir travailler. C'est-à-dire que sur les rayonnages, il y a les produits, le local est propre, il est aménagé, les travaux ont été faits, etc. Et donc, pour arriver à ça, il a fallu réaliser des dépenses. Et ces dépenses, on va les classer dans les emplois. Les classer pourquoi? Parce que ici, vous avez sur la gauche des termes comptables. Hein. Immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle, immobilisation financière, frais divers, stock et trésorerie. Alors, qu'est-ce qui va là-dedans? C'est la grosse question. En fait, quand vous faites votre liste des dépenses, vous pouvez la faire à chaque fois que vous pensez à un truc, vous notez et ça vous permet d'alimenter le plan de financement. Euh,
lorsqu'il s'agit de les classer, on va classer les immobilisations corporelles au début. Ce sont des termes comptables et quand votre expert comptable va vous donner votre premier bilan au bout de la première année d'activité, ces termes vont être... Géraldine, tu vas trop vite. Ah, pardon. Euh, Ces termes, je vais passer un petit moment là Ah, sur excuse-moi. ce panneau-là. Ces termes vont réapparaître avec des montants au bout d'un an. Alors dans les immobilisations corporelles, qu'est-ce qu'il y a? L'immobilisation corporelle, c'est quelque chose qui vaut de l'argent, hein, qui s'achète, qui se vend, mais qu'on ne peut pas palper. Donc on va trouver derrière ce terme tout ce qui est brevet, tout ce qui est licence, euh, qui vont permettre de réaliser votre activité, mais contrairement aux immobilisations corporelles, on ne peut pas les palper. Alors il y a quelque chose qui revient assez souvent dans ces immobilisations incorporelles, c'est le site de vente en ligne. À partir du moment où vous réalisez un site de vente en ligne et que votre activité elle est sur de la vente à distance, le coût de la réalisation de ce site se met dans les immobilisations incorporelles, puisque c'est un outil de travail en réalité, hein. Comme un maçon a besoin d'une pelle et d'une brouette, et ben, le commerçant en ligne a besoin de cet outil de travail qui est un site de vente en ligne. Donc c'est essentiellement ça qu'on va retrouver ici. Il peut y avoir évidemment des licences, hein, des licences 4, des licences 3, enfin tout ce qui permet d'avoir une activité. En cas de reprise d'entreprise, dans la valorisation d'un fonds de commerce que vous rachetez, vous avez une partie incorporelle qui représente l'emplacement, l'enseigne, le nom de la boutique, qui représente la clientèle et peut-être même un savoir-faire. Et lorsqu'on vend un fonds de commerce, on vend cette partie incorporelle qui est composée de tous ces éléments. Ensuite, on a une longue liste d'immobilisations corporelles. Alors, les immobilisations corporelles, bah, c'est l'outillage, le matériel, le mobilier, hein, les tables, les chaises, voilà, tous les rayonnages, tout ce qui va être nécessaire à l'activité professionnelle. Ça peut être les véhicules, bien entendu, l'informatique, enfin voilà, tous les éléments qui sont utiles à l'activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Dont aménagement travaux, j'ai mis, parce que en fait, ces aménagements et ces travaux, ils vont dépendre du local, hein. Donc autant, bah, comme les rayonnages d'ailleurs, hein. Donc c'est important aussi de les mettre en cohérence avec votre local. Plus le local va être grand, plus les travaux vont être chers, etc. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut bien identifier le local pour valoriser ces immobilisations corporelles, parce que automatiquement, si vous avez un devis d'un professionnel pour faire des travaux, il ne va pas être le même en fonction du métrage. Les immobilisations financières. Alors, il n'y a qu'une chose dans les immobilisations financières, en création d'entreprise et en reprise, c'est la caution du loyer. C'est-à-dire que lorsque vous intégrez un local professionnel, eh ben, c'est comme dans un appartement ou dans une maison. Le bailleur vous demande un premier loyer d'avance ou deux, et donc on appelle ça la caution, hein, souvent. C'est une immobilisation financière. Cet argent-là va être encaissé, il vous sera rendu lorsque vous quitterez votre local. Donc il va falloir la sortir, ne pas l'oublier, c'est important. Ensuite, nous avons les frais divers. Alors les frais divers, il faut vraiment, à chaque fois que vous pensez à une dépense en frais divers, il faut réfléchir à tout ça. Donc je vous rappelle qu'on est bien avant le démarrage de l'activité, hein. Qu'est-ce qui se passe avant le démarrage de l'activité? Vous allez voir des professionnels qui vont vous prendre de l'argent pour réaliser les statuts, par exemple. Donc, c'est les frais de création, les frais d'immatriculation, parce que c'est pas gratuit d'immatriculer une entreprise au greffe du tribunal. Vous allez peut-être devoir faire de la publicité. Donc, ici, c'est quelque chose qu'on met dans son plan de financement parce que ça, c'est une dépense au moment de la création d'entreprise. Les cartes de visite, la protection de votre nom à l'INPI, ça coûte de l'argent, là aussi ça rentre dans les frais.
Qu'est-ce qu'on va trouver dans les frais divers et variés? Les frais de garantie que la banque peut vous demander lorsqu'elle vous fait un crédit professionnel. Donc on va le voir par la suite, hein. Euh, des frais d'assurance, des frais d'installation d'un compteur électrique, bref, tous ces frais-là qui sont en one shot en fait, hein, en une fois au démarrage, il faut bien en faire la liste et cumuler le total sur la partie frais divers. Alors j'ai une question, Laurent, je Oui, t'interromps. Sur le site web, j'ai Pénélope qui demande site web dans immobilisation incorporelle, mais si c'est juste un site vitrine, est-ce que c'est pareil? alors bah, j'y allais, c'est une très bonne question parce que j'allais le dire. Dans ces frais divers, on a effectivement le site vitrine parce que en fait c'est de la communication, donc c'est comme si vous faisiez des flyers en fait. Le site vitrine c'est un flyer géant, mais c'est comme ça qu'il faut l'intégrer. Donc c'est bien dans les frais qu'on trouve le site vitrine. Oui, c'est ça. Ensuite, on a le stock initial. Donc le stock initial, bah, c'est le stock que vous allez pouvoir vendre le jour de votre ouverture. Donc là, il doit être bien identifié, pas trop de stock, pas trop peu, parce que si on n'a pas de stock, bah, on ne va pas vendre. Et si on en a trop, on risque d'avoir un surstock. Et donc, évidemment, le stock, c'est de l'argent, hein. Donc, on a besoin de trésorerie aussi, hein, sur son compte professionnel. Donc voilà, il ne faut pas surstocker pour ne pas se retrouver aussi avec des rossignols au bout de 3 ans qu'on n'a toujours pas vendus. Donc c'est important d'avoir le juste stock. Et donc ça, on va le valoriser. Combien ça fait en euros? Tous ces éléments dont je viens de vous parler se valorisent en hors taxe, sauf pour la micro-entreprise. Tu vas trop vite, Géraldine. Ah, pardon, Je t'ai dit, je rester croyais que... longtemps sur ce Non, non, truc. je croyais que ça avait pas fonctionné. Excuse-moi. Euh, se valorise en hors taxe, sauf micro-entreprise si vous choisissez de ne pas récupérer la TVA. Mais tout ça, c'est en hors taxe. Il nous faut aussi de la trésorerie. De la trésorerie, c'est quoi? C'est l'argent qu'on va mettre sur le compte professionnel pour démarrer l'activité et pour pouvoir dormir la nuit. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le chiffre d'affaires, notamment en création, il va être plus faible dans les premiers jours que au bout de 6 mois, qu'au bout de 3 ans. Donc automatiquement, on a une montée en charge du chiffre d'affaires. Néanmoins, les charges fixes, comme le loyer par exemple, va être stable, va être identique, hein. C'est-à-dire que votre loyer dans un an, dans 12 mois, va être le même que le loyer du premier mois. Donc automatiquement, il faut anticiper cette dépense avec de la trésorerie initiale. Et c'est pour cette raison qu'on va parler du plan de trésorerie, pour savoir mais combien on met en trésorerie en réalité. Donc c'est ça la question, combien on met en trésorerie, et on va avoir la réponse dans le plan de trésorerie. Et on fait son total, et donc on a un total des emplois du plan de financement. Donc on a bien fait finalement notre liste de toutes les dépenses pour pouvoir ouvrir. On a besoin de tout ça pour pouvoir ouvrir notre boutique. C'est un peu comme la liste des courses, hein, qu'on fait toutes les semaines avant d'aller faire ses courses. Et de l'autre côté, on va retrouver les ressources. Alors les ressources, il y a deux types de ressources en réalité. Il y a les capitaux propres, c'est-à-dire l'apport personnel, et les prêts. Voilà. Donc on a une partie d'apport personnel et une partie de prêt. Alors l'apport personnel s'appelle capitaux propres lorsqu'on fait une société. Euh, séparé entre capital et compte courant d'associé. Donc, grosso modo, le capital, c'est l'argent que je mets en capital au démarrage de ma société, que je vais pouvoir récupérer lorsque je vais arrêter la société ou lorsque je vais céder mes actions à un tiers ou à un associé existant. Et le compte courant d'associé, c'est de l'argent que je vais mettre sur le compte de la société en tant qu'associé. Alors, rien à voir avec un compte courant bancaire, hein, c'est un terme comptable, compte courant d'associé, donc c'est un compte comptable. Je prête de l'argent à la société, donc je mets de l'argent sur le compte de la société et je le récupère
quand je peux. Voilà, c'est ça l'idée. Donc à voir avec votre expert comptable comment on organise ces deux éléments, capital contre compte courant d'associé, voilà, pour avoir le niveau de chaque élément. Le prêt d'honneur à 0%, c'est lorsque on n'a pas suffisamment d'apport pour financer ce que la banque ne finance pas. Donc ça, vous pouvez l'avoir auprès sur Annecy, de Initiative Grand Annecy. Hein. Alors, prêt d'honneur, c'est quoi? C'est un prêt personnel. Hein, c'est comme un prêt à la consommation, en fait. C'est un prêt personnel à 0% qu'on vous fait en tant qu'associé, avec l'obligation de mettre cet argent sur le compte de la société. Alors, quand je dis associé, ça peut être entrepreneur individuel aussi, c'est la même chose. Le prêt d'écolage pro, c'est un prêt que la caisse d'épargne propose à 0% dans la limite de 10 000 euros et identique à votre apport personnel. Et puis le prêt bancaire, c'est ce qui va compléter le financement. Donc c'est le prêt bancaire professionnel pour que nos deux totaux à droite et à gauche soient identiques. À ça, dans les ressources, on ajoute souvent un prêt relais TVA, puisque comme vous récupérez la TVA, c'est quelque chose que vous dépensez à l'origine lorsque lorsque vous payez tous vos emplois, hein, tout ce que vous allez payer sur la gauche, vous allez le payer TTC, mais la partie TVA de ce que vous avez payé sur la gauche va être remboursée au bout de 2 mois. Et donc la banque peut avancer cette partie TVA en ajoutant un prêt relais TVA euh, pour, euh, pour vous arranger. Donc Géraldine, tu peux passer au sujet suivant, Oui, parce que alors, ici, il y a une règle, un usage qu'on a en France. Toutes les banques fonctionnent de la même façon. C'est qu'il y a des choses qu'on finance et des choses qu'on finance pas. Et en fait, voilà, je vous ai mis un code couleur pour vous expliquer que tout ce qui est immobilisation, la banque a l'habitude de financer ça. Parce que c'est quelque chose qui reste dans l'entreprise, qui valorise l'entreprise. Et tout ce qui s'appelle du circulant, donc qui circule, donc tout ce qui est frais, stock, trésorerie, c'est destiné à disparaître en fait tout ça. Hein. Alors, sauf le site vitrine, mais il est considéré comme un comme frais de communication, se finance par l'apport personnel. Et donc, en fait, votre plan de financement, théoriquement, il doit ressembler à ça. Euh, Évidemment, si votre apport personnel permet de financer les immobilisations financières, permet de financer les immobilisations corporelles ou incorporelles, c'est-à-dire si votre apport personnel est plus élevé que ce tableau-là, le rapport de force de la négociation commerciale avec votre banquier est en votre faveur. En revanche, si c'est l'inverse, le rapport de force, il est plutôt en faveur du banquier. Voilà. Donc voilà comment on se situe sur un plan de financement traditionnel. N'hésitez pas à poser des questions sur ce sujet-là. pas de questions. Je bois un petit coup et on peut passer au suivant. Et là, on va parler du plan de trésorerie. Donc, vous l'avez vu dans le plan de financement du côté des emplois, on a besoin d'alimenter le niveau de trésorerie. Alors, pour trouver un plan de trésorerie sur Google, moi j'ai trouvé Eureka, qui est très bien, c'est une fiche de calcul hein, qu'on utilise avec Excel ou OpenOffice. Hein, si vous n'avez pas Excel, vous téléchargez OpenOffice et vous aurez donc un tableur. Ce plan de trésorerie, il est prédéfini, donc on peut passer à la fiche suivante. Il va ressembler à ça. J'arrive. Géraldine, Voilà. voilà. Ça ressemble à ça, un plan de trésorerie. Alors, qu'est-ce qu'on met dans un plan de trésorerie? En haut, on met les recettes mois par mois. Donc, ce que vous voyez en 1, 2, 3, 4, 5, ce sont les mois. Donc, vous pouvez changer ça en janvier, février, mars. Et si vous commencez votre activité en septembre, le premier mois, ça va être septembre. Donc, c'est totalement paramétrable. Vous avez des ventes de marchandises que vous encaissez. Vous avez des prestations de services que vous encaissez. Et évidemment, sur le premier mois, il y a tous les éléments
en apport en capital, etc., qui vont apparaître. Vous pouvez rajouter des lignes, modifier des éléments comme vous le souhaitez. En tout cas, ce qui est important, c'est que les calculs se font automatiquement. Donc tout ce qui est en jaune, c'est quelque chose, c'est des calculs automatiques. Ainsi que ce qui est en foncé aussi. Alors, c'est quoi? C'est du bleu, du vert, je ne sais pas exactement. Du bleu-vert. Alors, pour faciliter la complétude de ce document, je vous invite à commencer par ce que vous savez le plus, c'est-à-dire les charges. Donc Géraldine, si je veux bien passer à la suite, on va zoomer sur les charges. Voilà, ça c'est la partie charge. Là, vous pouvez remplir ce que vous souhaitez. À commencer par peut-être la box. Vous avez un abonnement à la box et vous savez exactement ce que vous allez payer tous les mois. Donc c'est assez facile de mettre les charges fixes. Donc on commence par les charges fixes. Le loyer, vous savez le montant et vous savez que vous allez payer tout ça le même mois, l'assurance, etc. Les honoraires, demandez à votre expert comptable à quel moment il va vous facturer ses prestations, pareil pour l'avocat, et donc ça peut être dans 3 mois, ça peut être dans 2 mois. Donc ça, c'est très important de savoir quand est-ce qu'on va payer les gens. Les marchandises, vous achetez des marchandises, quand est-ce que vous allez les payer? Est-ce que vous les payez tout de suite au comptant ou est-ce que vous avez un délai de paiement et que vous allez pouvoir les payer 2 mois après ou 3 mois après? Entretien, réparation, bah, j'espère que tout va bien se passer dans les premiers mois. En tout cas, il faut anticiper ces éléments-là. Les services bancaires, donc combien vous prend votre banque tous les mois pour votre compte pro, etc. Vous payez, si vous avez des salariés, vous payez des salaires, même vos salaires à vous. Bref, tous ces éléments-là, vous pouvez les remplir dans les cases. Donc voilà, ça permet d'alimenter d'abord les charges. Ensuite, vous allez pouvoir passer aux recettes. J'arrive? Géraldine, Oui. merci. Voilà, parfait. Donc les recettes, on va avoir quoi? Ben, on va avoir les ventes de marchandises et les prestations de services. Quand est-ce que vous allez être encaissé? Alors, est-ce que vous-même, vous octroyez des délais de paiement à vos clients? Si je fais une prestation aujourd'hui, quand est-ce que je suis payé? Peut-être dans 2 mois. Alors peut-être qu'il y a, alors là on est en chambre de commerce, on n'est pas en chambre de métier, donc il n'y a pas d'artisans, mais les artisans, évidemment, vous savez très bien qu'entre le moment où ils font un devis et le moment où ils sont payés, il y a des délais. En commerce, c'est différent. Si vous êtes en commerce de proximité, vous vendez vos produits tout de suite. Donc logiquement, vous savez ce que vous allez vendre mois après mois. Alors, vous imaginez ce que vous allez vendre mois après mois. Et puis évidemment, sur le premier mois, il y a l'apport en capital, hein, puisque vous déposez votre capital le premier mois. Le compte courant d'associé, c'est la même chose. Donc sur le compte courant d'associé, on peut avoir des plus et des moins, puisqu'on peut verser de l'argent et on peut le récupérer petit à petit ou complètement dans 3 ans ou jamais. Voilà, donc ça c'est quelque chose à définir. Le prêt d'honneur qui est versé évidemment en une fois, et puis les emprunts bancaires versés en une fois et qui vont être récupérés dans les charges puisque vous allez payer vos remboursements de prêts. Subventions, bah, c'est les subventions Covid, hein, c'est les aides, le fonds de solidarité, parce que les vraies subventions telles qu'on l'a connu il y a quelques dizaines d'années, ça n'existe plus, sauf exception. Voilà, donc lorsque vous avez mis vos recettes et vos charges, Géraldine, suivant, ben on arrive à la au solde du fin du mois. Donc, vous voyez que sur la ligne 49, vous avez solde fin de mois. Donc, il va faire la différence entre ce que vous avez encaissé, les recettes, et ce que vous avez dépensé, les dépenses. Et ensuite, il va faire ça chaque mois automatiquement, le calcul va se faire automatiquement, et le solde cumulé en fin de mois, c'est ce qui va nous donner, grosso modo, ce qui va ressembler à votre relevé de compte professionnel. Et comme la banque en création d'entreprise, la banque avec un grand B, les banques, n'octroient pas d'autorisation de découvert, ce solde cumulé fin de mois, il va être obligatoirement supérieur à 0.
même avec un petit matelas de confort, au cas où vous ne rentriez pas les recettes au moment où vous avez imaginé les rentrer. Donc ce solde cumulé de fin de mois, il est super important parce qu'il va définir le niveau d'apport personnel que vous allez devoir mettre sur votre plan de financement en trésorerie. C'est le fameux élément trésorerie qu'on met en apport personnel. Et donc, c'est ça en fait qui va définir une partie de votre apport personnel. Hein. Vous vous souvenez, hein, l'apport personnel, il va financer les stocks, il va financer les frais initiaux et il va financer la trésorerie. Et pour définir ce niveau d'apport personnel sur le montant de trésorerie, ben, c'est grâce au plan de trésorerie qu'on va le définir. Et ensuite, on va avoir l'effet TVA, évidemment, qui va aussi jouer sur ce plan de trésorerie. Avec, alors, la TVA, c'est moins important parce que du coup, sur les premiers investissements, la banque va financer ça. Donc on peut mettre en emprunt, intégrer le prêt TVA si besoin, mais il ne va pas falloir oublier de d'anticiper le moment où il va falloir racheter de nouvelles, de nouveaux stocks, je vais y arriver, et donc du coup, une nouvelle TVA à récupérer. Donc voilà le plan de trésorerie. Euh, Logiquement, je dois être arrivé au bout de ma demi-heure. Ouais, c'est ça à peu près. Géraldine, on peut passer à la suite. Et puis, allons-y. Merci pour votre attention. Et je vais te laisser la main Ouais, pour les pour les questions. questions, Alors, s'il y en nous a. en avons des questions. Pénélope, concernant le plan de financement, quelle proportion entre apport personnel et prêt bancaire est-il tolérable? Eh ben, en fait, voilà, c'est pour cette raison que je vous ai mis des couleurs. Donc, tu peux remonter, si tu veux, au plan de financement avec des couleurs, Géraldine. C'est parce qu'en fait, on ne parle pas de pourcentage d'apport personnel, puisque en fonction de chaque plan de financement, on va avoir un niveau d'apport personnel euh, par rapport à un dossier précis. C'est-à-dire que chaque dossier est unique en professionnel. C'est pas comme sur le particulier où on dit bah tiens il faut tant d'endettement pour un couple s'ils veulent acheter un appartement. Là non. Là, c'est en fonction de votre activité. C'est-à-dire que vous voyez bien que en fonction du stock euh, et en fonction de l'activité, ça va pas être le même apport personnel. Alors, Euh, Pénélope précise, dans le cadre d'une activité en prestation de service uniquement, et puis dans le cadre d'une activité d'achat-revente, location, par exemple. ok. Donc, en l'occurrence, prestation de service, il va falloir financer que de la trésorerie et des frais. Donc, il n'y a pas besoin du stock. Donc, il va falloir que le pourcentage, enfin, le niveau d'apport personnel puisse couvrir les frais initiaux plus la trésorerie. Voilà. Mais c'est en fonction de chaque dossier. Donc, on va parler plutôt d'euros plutôt que de pourcentage d'apport personnel sur un dossier professionnel. Toujours. D'accord. Et Pénélope s'interroge également sur le prêt d'honneur. Alors, est-il distribué en une fois ou sur plusieurs mensualités? Il est distribué en une fois la création et il est distribué uniquement s'il y a un prêt bancaire complémentaire. Voilà. Et la décision ne revient pas à la banque, là en l'occurrence, hein, le prêt d'honneur, c'est bien euh, Initiative, donc France Initiative avec toutes ses antennes, donc ici chez nous, Initiative Grand Annecy, qui va prendre sa décision indépendamment de la banque en disant ben, OK pour le prêt d'honneur ou non pour le prêt d'honneur. Ok. Et j'ai Laurent qui a un projet de reprise dans le conseil B2B et il s'interroge également sur la proportion apport et prêt bancaire. Est-ce que là, tu as des infos à Eh donner ben, sur... bah, toujours la même réponse, c'est le plan de financement qui définit le niveau d'apport nécessaire. Alors évidemment, en prestation de service, l'apport est moindre qu'en commerce de proximité avec un stock de X paires de chaussures, quoi. Hein, évidemment.
Alors après, il y a des questions sur les prêts d'honneur et donc là, c'est vrai que Laurent a parlé d'initiative Grand Annecy, mais le réseau Initiative, il est également présent sur d'autres territoires de la Haute-Savoie. Donc il y a Tout à fait. Initiative Faucigny-Mont-Blanc pour toute la vallée d'Arve, Oui, Initiative Chablais et Initiative Genevois. Voilà, ils font exactement. le tour du. Et il y a d'autres acteurs en termes de prêts d'honneur. Il y a France Active France qui est plus Active. dédié. Alors France Voilà, Active, ouais, c'est un peu différent, mais alors France Active permet aussi d'obtenir une garantie sur le prêt bancaire. il y a une garantie à l'initiative des femmes et ils sont plus dédiés à l'économie sociale et solidaire en termes Oui, tout d'activité. à fait. Euh, mais bon, France Active, si vous êtes demandeur d'emploi, vous y avez droit aussi. Mm. Donc ce qui est important, c'est d'aller taper à toutes ces portes, préalablement à la banque d'ailleurs, puisque la banque arrive en dernier, toujours, pour que vous soyez aidé dans le montage du dossier par les plateformes d'initiative et France Active. Oui, tout à fait. Voilà. Et pour d'autres projets plus petits, il existe aussi l'ADI, voilà, pour Mm. des personnes qui n'auraient pas recours à l'emprunt bancaire pour X raisons. Voilà, l'ADI peut faire des microcrédits. Alors, voilà, l'ADI fait des microcrédits pour les personnes qui sont marginalisées finalement vis-à-vis du monde bancaire. Voilà. Mm. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Du coup, Laurent, ta présentation a été très claire. Eh bien, tant mieux. Voilà. Donc on va, hop, je passe du coup aux slides suivantes. Donc sachez qu'au-delà de cette intervention, la chambre de commerce peut vous aider sur le montage de votre business plan, sur toutes les thématiques qui peuvent exister, que ce soit l'étude de marché, que ce soit le prochain thème qui peut vous intéresser. D'ailleurs, suite au plan de financement, c'est compléter mon apport personnel. C'est le 2 juillet prochain, donc inscrivez-vous au webinar. Voilà, il y a le montage classique du business plan également, il y a le modèle économique. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez vous connecter sur notre site internet, sur cette page que je vous affiche à l'écran. Vous pouvez exprimer finalement l'état d'avancement de votre projet et en fonction de cet état d'avancement, on vous donnera toute l'information nécessaire, que ce soit des notices, un parcours plutôt collectif à travers des webinaires ou des présentiels qui vont reprendre un peu, ou alors un accompagnement individuel dans notre offre. Donc n'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous. Voilà, cette animation du coup est terminée. Je vous remercie de votre présence, de votre attention. Je remercie Laurent de Brémalo, voilà, pour toutes ces informations utiles qu'il nous a délivrées. Sachez que vous pouvez voir d'autres webinaires donc en live ou en replay sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Et puis le PowerPoint qui vous a été présenté est téléchargeable sur le site là actuellement, en bas de votre écran à droite. Donc vous pouvez télécharger le PowerPoint. Alors, j'ai d'autres questions qui sont venues du coup en cours. Existe-t-il d'autres moyens de financement? Donc, Laurent, mis à part la banque, les Mis à prêts part la banque, d'initiative, mis à part la banque, les prêts d'honneur, si, le crowdfunding. alors évidemment, il y a le prêt participatif, le crowdfunding. Alors ça va être euh, là, en l'occurrence, vous pouvez vous faire accompagner par des spécialistes pour mettre votre projet sur des plateformes de crowdfunding où, grosso modo, on a deux pistes, hein. La première piste, c'est de la prévente, c'est-à-dire que voilà, vous avez un projet et vous allez prévendre votre produit à des gens qui vont anticiper leurs achats et donc du coup, ça va vous faire de l'argent que vous allez pouvoir mettre en apport personnel. Ou alors, vous faites appel à des associés, hein, qui vont prendre des participations dans votre société et qui vont participer au capital de votre société. Euh, Ça permet aussi d'avoir de l'argent qui ne vienne pas de votre poche. Et donc l'idée, c'est qu'un jour, en dividende,
soit rémunéré puisque la société fait des bénéfices. Voilà, il y a ça. La love money, Ouais, alors voilà, c'est bah oui, alors l'apport ça c'est de la ouais, famille, des amis qui peut c'est venir en effectivement. complément. Si. C'est l'apport familial. Alors l'apport Mm. familial, on n'aime pas toujours avoir sa famille dans sa société en tant qu'associé. Donc l'apport familial, il y a un truc qui marche bien, c'est la TVA, financement de la TVA. Parce que là, c'est quelques milliers d'euros que vous rendez au bout de 3 mois. Donc c'est assez light, ça vous permet de ne pas payer trop d'intérêts sur un prêt relais TVA fait par la banque. Donc voilà, ça se peut. Mais si vous voulez mettre votre famille avec vous dans la société, ben, ils peuvent être associés et donc mettre une partie du capital. Ok, eh bien très bien, je pense qu'on a répondu à l'ensemble de vos questions. Merci encore. N'hésitez pas donc à regarder nos webinaires en live ou nos replays pour répondre à toutes vos interrogations sur la création d'entreprise. Merci beaucoup, au revoir, très bonne journée à vous. Au revoir Au Laurent. revoir.